Merci à toutes et à tous d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Au sommaire de cette édition, signature d'un partenariat de translocation d'espèces animales entre le Bénin et la Centrafrique. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Célébration hier de la Journée internationale de la douane par les acteurs de la douane béninoise. Le compte rendu dans un instant. Aux Pays-Bas, les restaurants, bars et lieux culturels ouvrent après 6 semaines de fermeture malgré les contaminations au Covid-19. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je l'annonçais en titre, le ministre béninois du cadre de vie et du développement et son homologue centrafricain des eaux, forêts, eau et pêche ont signé hier un partenariat de translocation d'espèces animales entre le Bénin et la Centrafrique. La translocation va se faire entre le parc national de la Pandjari et l'aire de conservation Chinko de la Centrafrique. Compte rendu Clémence Tonoucoin. La signature de ce partenariat est l'acte qui matérialise un échange d'espèces animales entre le Bénin et la Centrafrique. Il s'agit de l'élan de derby et le cobe de buffon, 2 espèces d'antilopes. L'objectif est de développer et d'enrichir la faune sauvage du parc Pandjari afin de développer le tourisme au Bénin. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la République centrafrique d'avoir accepté ce partenariat qui est un échange entre élan de derby et cobe de buffon que je considère juste comme un point de départ. Point de départ pour nos échanges et le développement des aires protégées, donc un vaste chantier de la conservation de la biodiversité en Afrique, mais également point de départ pour une coopération plus large qui va couvrir les eaux et forêts, la chasse et la pêche. Je suis persuadé que l'acte que nous avons posé aujourd'hui est une première pierre que nous plantons et qui va porter beaucoup de fruits. Mais nous ambitionnons également de faire venir d'autres et d'atteindre les Big Five, comme on dit, et de faire venir les rhinocéros bientôt. Le ministre centrafricain des eaux, forêts, chasse et pêche a fait la promesse de partager avec le Bénin son expérience en matière de gestion des aires protégées. Ce n'est que le début d'une coopération qui sera couverte dans les autres domaines qui seront la forêt, la chasse et la pêche. Je rendrai compte intégralement de ce que j'ai vu ici parce que j'ai fait un tour à la Pandjari. J'ai vu l'engagement d'Apen au niveau de la Pandjari. Avec Apen, moi j'ai travaillé au niveau de la Centrafrique. Et on est très fiers aujourd'hui qu'on va partager cette expérience avec notre République sœur qui est la République du Bénin, afin que la préservation de la faune sauvage en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest soit une préservation durable pour les générations futures. Ce n'est que pour moi un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je transmettrai intégralement ce que je viens de vivre ici à mes autorités pour que l'opération qu'on vient de déclencher aujourd'hui avec cette signature puisse aboutir. Le ministre béninois du cadre de vie a pris l'engagement de se rendre en Centrafrique pour visiter l'aire de conservation Chinko afin de faire de ce partenariat une véritable coopération agissante. Les acteurs de la douane béninoise ont célébré hier, à l'instar de la communauté internationale, la journée internationale de la douane. Les manifestations officielles ont eu lieu à la direction de la douane à Cotonou, compte rendu avec Dr Kassawangan. L'accélération de la transformation numérique de la douane, c'est désormais le but visé par la douane. Depuis quelques années, des efforts continuent du Bénin pour moderniser et numériser le commerce et les douanes sont remarquables. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement dans le secteur. La mise en œuvre de ce courageux programme de dématérialisation des procédures douanières en particulier et celle du commerce extérieur en général, y compris les paiements, s'inscrivent dans le cadre des réformes très ambitieuses initiées, suivies et soutenues par le gouvernement du Bénin.
Cette journée souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est donc l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités. Ceci en luttant contre les trafics illicites et les contrefaçons. Cette journée est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et des femmes qui, au sein de l'administration douanière ou en relation avec elle, apportent leur contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est également une occasion pour tous de réfléchir sur le passé et l'avenir de la douane dans un monde en constante évolution. Elle est aussi pour nous le moment de passer en revue les réformes engagées et de faire le point sur les performances réalisées. En clair, cette rencontre est un moment d'évaluation du chemin parcouru dans la modernisation de l'administration des douanes du Bénin et une occasion de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les nouveaux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de cette année. Dans la dynamique de la digitalisation complète des services de la douane, la société Bénin Contrôle promet son soutien à la douane béninoise. Bénin Contrôle s'engage, monsieur le DG Douane, pleinement à vos côtés. Nous allons vous accompagner pour transformer numériquement et digitaliser la douane. Je veux pour preuve tout d'abord l'IAD. L'IAD, nous avons cette culture de la donnée. Nous avons des bases de données valeurs, nous avons un historique des transactions, nous analysons et nous croisons les données, qu'elles soient origine, marchandises, importateurs, et nous l'exploitons au quotidien pour émettre des AVD, mais aussi pour définir un niveau de risque. Les données nous aident à effectuer notre ciblage. Si je prends également le tracking, ce système nous permet de remonter chaque mois des milliers d'informations, des milliers d'alertes. Et ces données, nous les exploitons ensemble, Douane et Bénin Contrôle, au quotidien, pour déterminer si nous devons ou non intervenir auprès d'un chargement. La première édition de la célébration de la Journée mondiale de la douane a eu lieu en 2009 et a été dédiée à l'environnement. Autorisation de 59 médias en ligne par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est la décision 22-003/RAC du 19 janvier 2022 plutôt, portant sélection de l'institution de régulation des médias au Bénin qui définit leurs modalités d'éligibilité définitive. Mais en attendant que les accords soient signés par les organes sélectionnés, quelques consommateurs de l'information via les réseaux sociaux se prononcent sur la décision. Ils sont au micro de Hayat Foué. Vous savez, aujourd'hui le monde évolue. Et le numérique aussi évolue. Donc tout le monde n'a plus le temps de s'asseoir face à la télé pour suivre le journal et les infos. Donc, on est obligé de faire avec. Ce qui veut dire que dans mon boulot, je vais prendre mon portable et suivre le journal en ligne. Mais le problème dans ce secteur-là, est-ce que la RAC aura les yeux dans tout ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils auront le temps de les suivre? Parce que le numérique aujourd'hui, il suffit qu'ils lancent une information et ça passe dans tout le monde entier. Donc s'il peut y avoir des garde-fous pour sécuriser la ligne, je crois que ça va beaucoup nous arranger parce que aujourd'hui, tout évolue et tout file. Donc, il faut que dans ce secteur-là, il faut qu'il y ait les yeux pointus de la RAC. Il ne faut pas que ça soit un truc de 2 jours et ils vont baisser les bras et après, on va dire que telle personne a mal parlé, telle personne a lancé des fausses informations. Moi, j'approuve ça. J'approuve ça. Et vous savez, la RAC ne fait pas les choses au hasard. Avant de faire, ils ont d'abord étudié. En cas de si, on va réagir comme ça. En cas de ça,
il y aura telle réaction. Donc, sur ce point, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, tout le monde est connecté. Parce qu'avant, c'était la radio qui était la plus suivie. La télévision vient en deuxième position et la presse écrite vient en troisième position. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Mais si ce sont les médias qui envoient ça, ça a de crédibilité. Parce que les médias sont des professionnels. Ils vont traiter l'information. Je suppose, parce qu'ils savent qu'il y a la loi sur le numérique. Le code sur le numérique, parce que ça punit certaines dérives. Donc, ils sont censés connaître ça. Lorsqu'ils seront fautifs, parce qu'il y a les fake news, on va les appliquer la sanction. Si on ne les canalise pas un peu et on les laisse comme ça travailler, ils influencent, qu'on le veuille ou pas, la population. Ils influencent parfois même les décisions que nous prenons. Eu égard à cela, c'est une décision louable que le gouvernement a prise. Si il y a des lois qui encadrent cela et si la décision le gouvernement prend une décision pareille, c'est parce que le gouvernement a déjà des trucs là, des appuis techniques derrière pour contrôler ces choses. Donc on ne peut pas prendre une décision pareille sans contrôle. Et on parle de contrôle, on parle de mécanisme, on parle d'appui technique. S'il y a ces choses, on pourra y arriver quand même. Actualité en dehors du Bénin, la Tunisie face au défi de la consultation nationale voulue par le président Recep Tayyip Erdogan, qui a commencé il y a plus de 10 jours, se poursuivra jusqu'au 20 mars. Mais toute la population n'a pas accès à Internet pour participer à cette consultation numérique. Certains élus ont décidé de déployer donc des moyens matériels. Suivez les précisions dans ce reportage. Un paradis écologique niché dans les montagnes du nord-ouest tunisien semble comme figé dans le temps. Derrière ce paysage de carte postale se cache une toute autre réalité, celle d'une région, l'une des plus pauvres du pays. En pleine consultation nationale, alors que les grandes villes tunisiennes enregistrent des taux de participation croissants depuis le 15 janvier, ici rares sont ceux qui ont pris part à cette initiative gouvernementale. Pire encore, dépourvus d'accès Internet, certains n'ont même jamais entendu parler de ce projet cher au président Sayed. Une série de questions sur des thématiques telles que l'économie, la culture, l'éducation, le numérique ou encore l'emploi. Indispensable selon Carthage pour mener à bien les réformes attendues par les Tunisiens. Conscientes de ce handicap, les autorités ont annoncé la mise en place d'ordinateurs dans plus de 270 maisons de jeunes sur tout le territoire national. Objectif, inclure le maximum de Tunisiens dans ce processus de sortie de crise. À la maison de jeunes de Ain Draham, en dépit de l'installation de 6 ordinateurs, ce questionnaire n'attire pas les foules. Voilà, ici c'est l'espace dédié à la consultation nationale. Comme vous le voyez, les ordinateurs sont déjà installés dans cet espace qui est à la base la buvette de la MJC, là où se réunissent principalement les jeunes de la ville. Dans cette région, la majorité des personnes ne sont pas au courant. Généralement, ce sont ceux qui sont équipés d'Internet, les populations cultivées, les jeunes, les étudiants. Toutes ces personnes sont au courant de cette consultation, mais ceux qui habitent un peu plus loin, dans les campagnes et dans les montagnes, eux ne sont pas au courant. Hormis cela, nous avons constaté qu'il n'y a pas un réel intérêt. Dans cette région montagneuse où le taux de chômage atteint les 25,6%, la population comme les collectivités locales semblent avoir perdu espoir. Un constat que fait Nadia Mazni, maire de Ain Draham, qui par manque de moyens et de directives peine à faire exister cette enquête nationale auprès de ses administrés. Vous savez, pour nous ici, concernant cette consultation nationale, nous n'avons reçu aucune directive des autorités, que ce soit en termes de campagne de communication ou même de logistique. Aucun panneau publicitaire, aucune campagne de sensibilisation. Ici, ce n'est pas comme à Tunis. Nous sommes une petite collectivité et la plupart de nos administrés n'ont jamais entendu parler de cette consultation.
À mon niveau, je ne sais pas comment porter cette information à ma population. Je pense à travers le site de la mairie ou grâce aux associations locales. Ici, les associations semblent s'être substituées aux collectivités locales comme ultime contact entre Tunis et ses régions oubliées. Active dans le milieu associatif depuis plus de 15 ans, Sabri se bat chaque jour pour maintenir auprès des hommes et des femmes de sa région un sentiment d'appartenance, d'existence en tant que Tunisien et citoyen à part entière. En tant qu'association, nous avons organisé des tournées à la rencontre des populations les plus reculées et nous nous sommes rendus compte que la plupart des habitants n'ont aucune idée de cette consultation nationale. Et quand nous leur avons posé la question, ils nous ont répondu qu'ils n'ont pas accès à ces informations diffusées principalement sur Internet. Et certains nous ont même confié qu'Internet, c'est quelque chose dont ils entendent seulement parler. Quand je leur pose la question, est-ce que vous savez ce qu'est la consultation nationale? Ils te répondent automatiquement, qu'est-ce que c'est que ça? Et quel est l'intérêt de connaître ça si ça ne changera pas ma vie ni mon quotidien? Le seul fait que dans consultation nationale, il y a national, nous pousse à poursuivre notre mission par le biais de rencontres pour expliquer à la population rurale le but de cette consultation, la façon d'y participer, d'utiliser cette application pour créer en eux un sentiment d'existence comme citoyen à part entière. Une mission délicate, reflet d'une toute autre réalité, celle de ces ruraux qui ont l'impression d'être exclus du système. Personnellement, cette consultation, je n'y comprends rien. Je n'en avais même pas entendu parler et ces choses-là n'ont jamais été quelque chose qui nous intéresse. J'ai entendu dire qu'il fallait une connexion Internet pour participer, mais nous n'avons pas Internet. Une chose de plus qui prouve que nous resterons toujours les exclus. La seule chose que nous souhaitons, c'est que notre quotidien change. Vous savez, il y a des gens ici qui vivent dans une grande précarité. Vous pouvez voir par vous-même, quasiment tout le monde est au chômage ici. Nous sommes 3 générations à vivre dans cette petite maison et on n'a rien vu ni de Kais Saïed ni des précédents gouvernements pour améliorer notre vie. Vous savez, je vais être honnête avec vous, si cette consultation change quelque chose dans ma vie, je serai avec lui, sinon c'est le dernier de mes soucis. Alors que près de 100 000 Tunisiens ont donné leur avis sur la plateforme dédiée à la consultation nationale, dans le gouvernorat de Jendouba, dont Indram fait partie, moins de 2000 citoyens y ont participé sur les 47 000 que compte ce territoire. Un triste constat qui ne finit pas de mettre en exergue l'exclusion persistante de cette région au processus de transition démocratique de la Tunisie. Aux Pays-Bas, restaurants et bars et lieux culturels ont ouvert hier matin après 6 semaines de fermeture. Cependant, le variant Omicron continue à faire exploser les contaminations au Covid-19. Reportage avec nos confrères de RT France. La vie a repris doucement dans les rues de La Haye ce mercredi. Les cafés, restaurants et lieux culturels ont rouvert après plus de 4 semaines de restrictions sanitaires ardues pour l'économie locale. Pour les consommateurs et les commerçants, c'est une bouffée d'air frais. C'est la première fois après 1 mois et demi qu'on voit de la vie, des gens qui sortent et les lieux qui s'ouvrent. Nous pouvons nous asseoir dans un bar en buvant un bon café avec des amis. Je veux dire que la vie revient à nous. Je vais bien, je visite La Haye. En fait, je suis ici depuis 6 mois, mais tout s'ouvre maintenant. Alors je suis allée avec mes amis prendre un café ce matin et puis nous allons au musée ce soir. Alors maintenant, les choses vont changer, heureusement. Et nous partons secrètement du principe selon lequel ce sera une année normale, où nous pourrons reprendre notre ancienne manière d'offrir l'hospitalité et le service. Nous l'attendons avec impatience, et oui, je suis impatient. Cette levée des restrictions n'est pourtant pas due à une amélioration de la situation sanitaire. Le pays comptabilise en effet plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens et en hausse. C'est le gouvernement néerlandais, mis sous pression, qui a fini par capituler devant la grogne croissante des secteurs de la restauration et de la culture. Cette réouverture est néanmoins conditionnée à des règles de distanciation et à la présentation d'un pass sanitaire.
Le Honduras, avec cette investiture, incertaine, la nouvelle présidente Xiomara Castro doit prendre ses fonctions ce jeudi en pleine crise institutionnelle. Depuis la semaine dernière, 2 députés revendiquent la présidence du Parlement, une situation qui pourrait conduire la nouvelle présidente dans une impasse législative sous l'œil vigilant des États-Unis. Suivez. C'est la première femme présidente de l'histoire du Honduras. Xiomara Castro, à la tête d'une coalition de gauche, a été élue le 28 novembre dernier avec 53% des voix. Mais alors qu'elle doit prendre les rênes du pays ce jeudi, le Parlement est embourbé dans une crise institutionnelle. Vendredi dernier, l'élection du président du Parlement a tourné au pugilat. Une vingtaine de députés du Parti libre de Xiomara Castro se sont retournés, refusant d'élire le candidat désigné Luis Redondo. Ils se sont associés aux députés d'opposition de droite pour donner leur voix à Jorge Calix, un candidat dissident. Une trahison pour la nouvelle chef de l'État. Nous appelons le peuple hondurien à se joindre à nous, à se tenir à nos côtés, à demander des comptes, à pointer les traîtres du doigt. Dans ce gouvernement démocratique, nous allons rendre les espaces qui ont été enlevés au peuple. Un retournement qui crée une situation sans précédent. Depuis ce mardi, 2 assemblées siègent, une dans l'hémicycle, l'autre par session parlementaire virtuelle. Problème, le pouvoir législatif se retrouve dans l'impossibilité de voter les futures lois. Une situation qui risque de perturber la mise en place du programme progressiste de la nouvelle présidente. Législation de l'avortement, mariage homosexuel ou encore lutte contre la pauvreté, la violence et la corruption. Autant de promesses de campagne qui pourraient ne jamais aboutir. Une crise institutionnelle qui préoccupe la communauté internationale et notamment les États-Unis. Nous lançons un appel aux politiques pour qu'ils gardent leur calme, participent au dialogue, ne recourent pas à la violence et s'abstiennent de discours provocateurs. Selon la presse locale, l'ambassade américaine aurait approché les 2 concurrents pour tenter de trouver une issue. De son côté, la vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé qu'elle assisterait à la cérémonie d'investiture de Xiomara Castro ce jeudi. Une cérémonie sous tension pour un mandat qui démarre bien difficilement. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, YouTube et Facebook, et sur notre page Internet, notre site Internet, bien sûr, www.benin-eden.tv. Restez en notre compagnie pour la suite de notre programme et bonsoir chez vous.